On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un projet d'élèves de la relance, sonner et donner, pour mettre un sourire dans le visage des gens. Mais d'abord, parlons de l'immobilier où c'est complètement fou en ce moment. Si vous devez vendre votre maison, puis si vous devez acheter, ça coûte un peu plus cher. Le marché de l'immobilier actuellement est assez incroyable. Il l'était avant la pandémie. Visiblement, la pandémie n'a rien changé, peut-être même a accru le phénomène. Quiconque actuellement est dans un processus de vente ou d'achat de maison se rend compte que le marché est complètement fou. Question d'avoir une lecture du moment sans avoir de boule de cristal nécessairement pour ce qui s'en vient. On en discute avec Sébastien Parent, qui est courtier immobilier Royal Lepage Origine. Bonjour et bienvenue. Salut Eric. Sébastien, on s'est vu il y a quelques jours, on se jasait sur le trottoir, puis tu sais, je te posais des questions. C'est un peu les mêmes que je te pose aujourd'hui. Comment on peut expliquer le phénomène qui se vit en ce moment, qui visiblement est à l'avantage beaucoup des vendeurs de maisons? C'est vraiment le côté de la rareté qui fait en sorte que on a perdu un peu le contrôle de ce côté-là. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se loger, beaucoup de gens qui veulent quitter les résidences de personnes âgées aussi. Ouais. Tout ce phénomène-là. Puis il y a des gens qui ne veulent plus vendre nécessairement à cause qu'ils ne savent pas où aller. Fait qu'on a vraiment une rareté de maisons qui fait en sorte que les maisons sont toutes en surenchère. Mais en même temps, quelqu'un qui vend et qui souhaite se racheter quelque chose, il est pris dans le tourbillon parce que oui, il va vendre plus cher, mais il va acheter plus cher. Il va acheter plus cher aussi. Ça, c'est une réalité, là. C'est une réalité. Fait que c'est sûr que ça peut causer un problème. C'est sûr qu'on met des stratégies avec nos clients pour d'être sûr qu'ils aient la chance de trouver une propriété. On ne prendra pas là, des offres là, à 30 jours d'avis pour se retrouver une nouvelle propriété. Là, ça va être impossible ou presque, là. Fait qu'on va mettre des longs délais pour se trouver une autre propriété. Exemple, quelqu'un veut vraiment vendre sa maison maintenant, on va essayer de le conseiller de mettre un long délai pour qu'il ait la chance de s'en trouver un autre aussi. Mais déjà, depuis quelques années, on sentait que sur le territoire de la Rive-Sud, puis ici à Saint-Jean, qu'il y avait quand même, disons, une certaine croissance, que le marché est en train de grossir un peu. Mais là, on dirait que le phénomène de la pandémie a accentué ce phénomène-là? Bien, on était quand même un peu plus bas à Saint-Jean-sur-Richelieu que Chambly, que les villes avoisinantes. Là, je pense que ça va venir s'équivaloir un peu. Les gens, justement, qui partent de Brossard, de Montréal, ils se rendent compte que Saint-Jean, c'est une ville qui est complète, qui a beaucoup de choses pour moins cher que peut-être Chambly, qui est juste à côté. Mais là, si on regarde les prix, là, je trouve qu'on est pas mal rendu égal avec Chambly, justement. Puis c'est une bonne affaire pour nous, en fait. Donc, ce que tu dis, c'est que la valeur d'une propriété à Saint-Jean aujourd'hui, toute proportion gardée, est quasiment l'équivalent de ce qu'on a à Chambly, ce qui n'était pas le cas avant. C'était pas le cas avant, puis je pense que ça va rester ce côté-là, personnellement. Moi, je pense pas qu'on va redescendre un peu plus bas que Chambly. On va rester pas mal égal avec Chambly maintenant. Pourtant, la distance Chambly-Montréal et Saint-Jean-Montréal, il y a une différence, mais elle n'est pas énorme, la différence de distance entre Saint-Jean, Chambly puis Montréal. Non, puis Saint-Jean, on est une ville beaucoup plus complète que Chambly. Chambly, il n'y a pas tant de choses non plus. À Saint-Jean, il manque absolument rien. Là, on a tout ici. Bon. Tu as dit tantôt, 2-3 phénomènes. Puis ça, on l'a vu dans certains reportages. La pandémie a fait en sorte que les personnes de 70 ans et plus qui sont dans des résidences pour personnes âgées, assez autonomes, on s'entend, puis qui avaient fait le choix là, de s'en aller dans ce qu'on appelle des RPA, là, des résidences pour personnes aînées, on n'a pas trouvé ça le fun d'être un peu comme séquestré puis de dire, écoutez, là, on contrôle les entrées et les venues. Et là, il y en a certains qui disent, tant qu'à ça, je suis aussi bien de me prendre un appart puis de revenir en arrière. Donc, actuellement, vous avez un phénomène de gens qui sont dans des résidences pour personnes aînées puis qui veulent revenir à l'achat d'une propriété? Vraiment. Puis les condos, on pensait que ça allait peut-être redescendre, mais là, ça monte beaucoup, les condos. Là, c'est des prix vraiment plus élevés que c'était il y a 3 mois, autant que les maisons aussi. Ouais. C'est bien partout, en fait, sauf peut-être du côté commercial, que là, c'est plus compliqué, puis je pense que dans le futur aussi, ça va l'être un petit peu. Bien, ça, c'est clair, parce que le côté commercial, avec le télétravail et tout ça, il va y avoir des enjeux au niveau de certains espaces de travail qui risquent d'être réduits. Donc, la valeur du pied carré risque de forcément oui, parce descendre. qu'on a plein de locales qui est vide, puis qui, d'après moi, va le rester aussi. Beaucoup de restaurants qui vont être en vente aussi, ou qui le sont. Fait que tout ça peut nuire un petit peu aussi, là. Ça va repartir, mais là, c'est... Il y a un autre phénomène aussi que j'ai vu récemment dans un reportage à Radio-Canada. On connaît évidemment les problèmes de congestion à Montréal. Il y a beaucoup de travaux
probablement beaucoup trop en même temps, mais bon, ça arrive ainsi. Et on voit un phénomène, puis moi je l'entends même dans mon entourage de collègues de travail qui habitent sur l'île de Montréal, qui commencent à penser à vendre leur maison sur l'île pour s'en venir soit sur la rive nord ou la rive sud. Donc, il y a actuellement sur la rive sud de Montréal des gens qui actuellement habitent ou sont propriétaires sur l'île de Montréal et qui veulent maintenant s'en venir de ce côté-ci. Même avant la pandémie, c'était quelque chose qui était déjà en processus. Les gens commençaient beaucoup à vouloir aller s'installer en banlieue, mais là, ça l'a vraiment accentué, là, ce côté-là. Fait que tout ça fait en sorte qu'on a une bulle immobilière, là, c'est fou en ce moment. Bon, un de vos collègues dans l'industrie m'avait dit au mois d'avril, il dit « On manquait de maisons avant la pandémie, puis il dit « On va manquer de maisons après la pandémie. » Certains ont pensé à tort que la pandémie ferait en sorte que l'économie ferait ci, ferait ça, puis que... Mais finalement, le phénomène n'a pas changé. La pandémie a rien changé, sinon même au contraire. Bien, la pandémie, en fait, elle a fait gonfler le marché immobilier de beaucoup. Du côté résidentiel, là, c'est vraiment beaucoup plus haut que c'était. Puis c'est sûr que c'est à cause de ça. Ça a créé une rareté. Fait que du moment qu'on a une rareté, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix de déménager de toute façon. Il va toujours avoir des séparations. Il va toujours avoir des gens qui vont être obligés de changer de travail aussi, de se déplacer. Fait que ces gens-là, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils vendent pour des raisons X. S'il n'y a pas de maison, ça fait en sorte que les maisons vont prendre la valeur, c'est mathématique. Bon, le phénomène des séparations, il était là avant. Risque d'être accentué par la pandémie parce que là, les gens ont été forcés de télétravailler. Peut-être que là, ils se sont rendus compte que les gens se tapaient ses nerfs mutuellement. C'est des choses qui arrivent dans la vie. Mais bref, on commence à le voir là. Puis ça risque peut-être d'augmenter aussi dans l'avenir. Donc, des cas de séparation, il risque d'y en avoir un peu plus. C'est dur à dire, mais logiquement, je pense que oui, parce que le stress occasionne bien des choses, dont probablement des séparations, des choses comme ça. Fait que c'est sûr que oui, ça... D'après moi, il va en avoir peut-être plus. On va le voir peut-être souvent dans le mois de décembre, janvier, c'est là qu'il y a beaucoup de séparations. Bon. Là, je prends un exemple, une maison qui vaut 250, 300, 350 000 dans cette fourchette-là. Un client vous appelle parce qu'il veut vendre sa maison, là. Qu'est-ce que vous lui dites? Parce que ce que j'ai vu, moi, récemment, des gens qui sous-estimaient leur propriété et qui même la voyaient élevée, et finalement, se font dire, quand ils rencontrent un courtier, qu'elle vaut probablement même plus qu'ils pensaient. Mais là, c'est ainsi en date d'aujourd'hui. Ça arrive un petit peu moins parce que tout le monde est au courant que le marché immobilier est en feu. Mais mettons, on recule de là un mois. Les gens, il y en avait des clients même qui me disaient « Je ne peux pas mettre ma maison à ce prix-là, ça n'a pas de bon sens, je ne me sens pas bien avec ça. » Mais je dis « C'est vraiment ça que ça vaut. » Fait qu'on le mettait à ce prix-là, puis on avait même la surenchère sur le prix qui était déjà trop haut pour eux. Même avec les comparables, là, tout ne fonctionne plus. Là, on fait des comparables, ça ne marche pas avec les prix, mais nous, on sait que ça vaut ça à cause de la bulle qu'il y a. Donc ça veut dire que quelqu'un a une maison qui pense qu'elle vaut 300, ou je ne sais pas trop, disons qu'il s'est fait bâtir il y a 15-20 ans, puis, ou il a acheté, disons, 150 000 il y a 20 ans, puis là, il pense qu'elle vaut 300. Puis là, finalement, vous lui dites, ben non, il faut la partir à 350, puis au final, il va peut-être la vendre plus que 350. Exactement. Exactement. Puis même si on l'aurait mis, exemple, à 300, mettons que tout le monde est perdu dans l'histoire, puis qu'on la met à 300, elle va créer un raz de marée. Cette maison-là, il va avoir des line-up à pu finir, puis elle va se vendre quand même au prix qu'elle aurait été supposée de se vendre. C'est qu'est-ce qui est le fun en ce moment. Bon, donc toujours dans cette fourchette là, de maisons sous la barre des 350, disons, ou 400, sous la barre des 300-400 000, quand vous la mettez à vendre, là, il se passe quoi? Il y a combien de visites? Il y a combien d'offres? La surenchère ressemble à quoi? C'est quoi le topo là, de situation que vous vivez en ce moment? Bien, il y a beaucoup, beaucoup de stratégies à prendre, puis on est obligé d'un peu de s'ajuster par rapport à tout ça. Mais effectivement, que si on met une maison dans ces braguettes-là, on sait tout de suite qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'activités. Fait que là, on en discute un peu avec nos clients avant, on leur explique qu'est-ce qui va arriver. Souvent, c'est quand même bien de leur laisser un temps de réflexion pour qu'ils aient le temps d'analyser, puis laisser la chance de tout le monde de visiter. Fait qu'on met des délais, puis on sait déjà qu'il va y avoir une présentation qui va être faite telle journée. On sait qu'il va y avoir un temps que ça va arriver à cette date. Autrement dit, le client qui met sa maison en vente, là, faut qu'il s'attende à ce qu'elle se vende dans les prochaines heures, prochains jours. Oui. Puis qu'est-ce qui est le fun pour le vendeur, c'est qu'il peut décider d'absolument tout. Fait qu'un vendeur dans cette braguette-là peut décider des dates exactes qu'il veut partir. Il peut décider du prix qu'il aimerait avoir. Il décide de tout. Parce que c'est lui qui a vraiment le gros bout du bâton. Même si un acheteur arrive et que lui, il faudrait qu'il déménage dans 30 jours, malheureusement pour l'acheteur, s'il veut vraiment la maison, il va s'organiser, il va aller vivre ailleurs pendant ce temps-là. Est-ce que ça arrive parfois même qu'il y a des maisons qui vont même se vendre quelques heures avant même que l'annonce soit en ligne sur le web?
Non, parce que techniquement, c'est pas une bonne affaire à faire. Puis de toute OK. façon, on n'a pas vraiment le droit de faire ça comme ça. Puis ça serait vraiment pas bien conseiller nos clients. OK. Le but, c'est de la mettre en C'est de ligne, la mettre. puis justement, la laisser voir le plus possible à tout le monde. Un cas typique, là, on parle de combien de visites dans une journée ou dans 2 jours ou 3 jours? Ça peut ressembler à quoi? Mais mettons une maison qui est à peu près à 350 000 par jour pourrait facilement avoir à peu près entre 10 et 20 visites Par jour? par jour. Fait que c'est sûr qu'on met, là, qu'est-ce qu'on conseille à nos clients aussi, c'est de dire, exemple, bon, bien, les visites, on va les mettre, parce qu'il y en a qui ont des familles, il y en a qui ont, fait qu'exemple, on va dire le mercredi entre telle heure et le samedi. Fait qu'on condense tout là, Tac, tac, puis tac. on sait que le dimanche, on va recevoir les offres d'achat. Exemple. OK. Fait que là, tu peux avoir 10, 20, 30, 40 visites sur une propriété en l'espace de quelques heures, quelques Ouais. jours. Puis ça va déboucher sur combien d'offres? Écoute, ça peut jouer à peu près entre 5 à 20 offres d'achat. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais ça, c'est de la paperasse à plus finir. C'est beaucoup de gestion, beaucoup de choses à connaître aussi parce que c'est facile de faire une petite erreur. Fait que, tu sais, c'est très, très important de bien savoir qu'est-ce qu'on fait. Puis généralement, de ce temps-ci, c'est quoi à peu près le pourcentage des maisons qui se vendent même plus haut que le prix qui est affiché? Puis le prix que vous affichez est même probablement plus haut que le client pensait l'afficher. Oui, pratiquement tous. C'est Ah, pratiquement tous, même des maisons à 700-800 000, ils ont de la surenchère. En plus? Oui. Pas juste les 350, là. Les maisons les plus populaires, là, c'est vraiment les petites maisons neuves, je dirais. Ceux-là que, mettons, 2015, 2016, 2017, là, qu'elle soit à 300 jusqu'à 1 million, elle va se vendre très rapidement puis en surenchère. Et là, le financement est au rendez-vous. Les gens mettent des hypothèques. C'est quoi le maximum qu'on peut aller maintenant en nombre d'années? Par rapport aux hypothèques, Ouais. écoute, ça dépend de beaucoup Ben, de c'est ça, facteurs, hein. là, mais tu sais, je pense qu'on peut aller jusqu'à 35, 40 à mon avis. Parce qu'il y a facilement. quand même des fois des propriétés à coût assez élevé. Je comprends que les gens ont probablement le moyen de les acheter, mais ça fait quand même des pas pires paiements à la fin Mais du là, mois. les taux d'intérêt font en sorte c'est que ça l'aide énormément, puis je pense qu'ils vont rester bons. En tout cas, je pense que ça ne serait pas une bonne idée de monter ça. Donc, les maisons se vendent vite, ils se vendent beaucoup, ils se vendent beaucoup plus cher, beaucoup de visites, beaucoup d'offres. Même les condos qu'on disait tantôt. Les condos ont de la surenchère aussi. Aussi. Oui. Puis là, il y a le phénomène des séparations, il y a le phénomène des personnes plus âgées qui veulent revenir à l'achat d'une propriété. Il y a les gens de Montréal qui veulent finalement venir habiter sur la Rive-Sud. Mais puis on le voit, là, la troisième couronne, là, Farnham, puis même Ange-Gardien, Saint-Paul-d'Abbotsford, Marieville, comment ça C'est se fort, ça développe? Là? aussi. Là. C'est Farnham, Cowansville, là, Venise, là, c'est fort. Là. C'est très, très fort. Là. Plus haut que qu'est-ce que c'était il y a 3 mois, ça aussi. Pas juste Saint-Jean. Et dans votre boule de cristal, ça va être comme ça pendant combien de temps, à peu près? Tu sais, est-ce que quand vous regardez là, dans 2 mois, 6 mois, 1 an, ça va-tu rester de même tout le temps ou ça va casser à un moment donné? C'est vraiment dur à dire, mais logiquement, si on y va avec la logique de dire qu'en janvier, février, il va y avoir plus d'inscriptions, ça va venir se stabiliser un petit peu, mais ça va continuer à être très fort. Puis je ne pense pas que les prix vont tant baisser. Il va peut-être avoir un petit ajustement de peut-être 5 mais pas tant que ça. Ça va rester quand même assez haut. Moi, c'est mon impression. C'est ton impression, hein? Ouais. C'est vraiment fou, là, C'est très fou. dans le résidentiel. Par contre, le commercial, le locatif et tout ça, c'est un autre paire de manches qui risque... Bien, le locatif résidentiel, Oui, il est c'est ça. complètement fou, ça aussi. Mais le locatif commercial, c'est vraiment, vraiment pas bon, malheureusement. Puis le commercial tout court, c'est plus difficile, ouais. Fait que ça vous fait des bonnes semaines. C'est fou. On ne peut pas prendre de vacances de toute façon, mais c'est ça. On peut pas aller nulle part. Non, fait qu'on On vend travaille. des maisons. Exactement. Ça fait des très bonnes semaines. Intéressant. Sébastien Parent, merci beaucoup. C'est super intéressant. Je pense que ça donne un peu le topo aux gens de dire, écoutez, si vous voulez vendre votre maison, c'est ça le topo. Si vous voulez vous en racheter une, ça, c'est un autre paire de manches. Oui, exactement. Ça vient aussi avec. Bien, merci beaucoup. Ça fait Bonne chance plaisir, pour la merci. suite. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un projet étudiant des élèves de la Relance à Saint-Jean-sur-Richelieu qui ont décidé de sonner à la porte et de donner. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on s'en va sur les pistes, mon cher. Absolument, avec Sébastien Moquin de Raccoon Ski et en deuxième partie, Michel Couture de Ski Saint-Bruno. Manquez pas ça. Aimes-tu mon slalom? J'adore. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Voilà un projet des élèves de l'École La Relance à Saint-Jean, un projet quand même, somme toute, assez intéressant, qui s'appelle Sonner et donner. 2 invités pour en parler. Vous allez comprendre pourquoi. Évidemment, on respecte notre protocole COVID, donc un seul invité à la fois en studio. Celle qui a été désignée pour être avec nous ici même en studio, c'est Marie-Anne Deblois. Bonjour. Bonjour. Et on rejoint ton collègue qui, lui, par contre, est en vidéoconférence via Zoom, Yohan Dupuis. Yohan, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Bon, expliquez-nous un peu tout d'abord, Marie-Anne, c'est quoi le projet là? J'ai lu un peu le descriptif, puis j'ai comme compris qu'on était dans une séance de remue-ménage pour arriver à quelque chose. À la base, dans le fond, c'était quoi la commande que vous aviez de bâtir un projet? Nous, de base, on a décidé de faire un projet pour donner aux personnes plus démunies, surtout pendant le corona, la pandémie. Beaucoup de personnes ont perdu de l'argent, peut-être leur job, puis de leur donner une carte avec une petite carte cadeau et de parler avec eux aussi. Le but, c'est pas juste de donner puis de s'en aller, faire la conversation et tout. C'était plus notre but de rendre les personnes heureuses à la fin de la journée. Bon, et c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre d'un cours, dans le cadre d'un projet que vous avez, puis là, il faut créer un projet. Bref, c'est quoi le contexte? C'est dans un cours de solidarité qu'on a à l'École de la Relance. Oui, c'est dans un cadre de cours. OK. Bon, puis là, dans le fond, là, vous pensez à ce projet-là. Puis là, Yohan, à quel moment arrive l'idée de développer un projet qui est de sonner et de donner? C'est rien qu'on s'est inspiré dans le fond d'une connerie qu'on faisait quand on était plus jeune, qui est de sonner aux portes puis de partir. Puis on a rien que voulu rendre ça un peu plus positif, comme elle l'a dit tantôt, mettre des cartes cadeaux puis des lettres bienveillantes. Puis sinon, Puis vous êtes combien d'élèves, dans le fond, de l'école qui participent à ça? dans le fond, on est... attends, j'ai pas compris la question. Vous êtes combien d'élèves de l'école qui participent à ce projet-là? Ah, OK. On est à peu près une quinzaine. On a chacun notre rôle. Il y en a qui s'occupent du Facebook, il y en a qui s'occupent des cartes, il y en a qui s'occupent d'appeler des compagnies pour recevoir leurs dons. Et il y en a aussi qui s'occupent mais on s'occupe tous de différentes affaires dans le fond. Tout le monde a son rôle. Bon, mais de ce que je comprends, puis tu l'amènes aussi en exemple, parfois, quand on était un peu plus jeune, il y avait un truc où on sonnait aux portes, puis on se tirait, on s'en allait, là. Hein? Puis là, on regardait les gens, on trouvait ça très, très comique. Donc, l'idée est partie de ça. Puis, de quelle façon, Marianne, vous l'avez développée, cette idée-là? On est parti du fait que cette intention de sonner et de s'en aller était mauvaise. Puis comment rendre tout ça joyeux, le fun, puis que peut-être que d'autres personnes qui regardent cette émission auront l'intention de le faire après. Fait qu'on est parti de ça, de pouvoir changer. Donc là, dans le fond, ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire des cartes gentilles. Il va y avoir aussi des cartes cadeaux là-dedans? Oui. Ça vient d'où? Ça vient des marchands d'ici? En fait, ça vient des compagnies, des restaurants, de là où on les a appelés, on a cherché des donateurs et des dons. C'est comme ça qu'on a récolté les cartes. Puis là, Yohan, à partir de quel moment vous allez sonner aux portes puis donner les petits cadeaux en question? Là, dans le fond, à chaque fois qu'on a un donateur qui accepte de nous donner des cartes cadeaux, peu importe le montant, on les accumule, puis
on écrit des cartes bienveillantes avec ça, puis on va les porter au fur et à mesure, dans le fond. OK. Avez-vous déjà commencé à les livrer? Oui, on a déjà commencé, puis on finit en décembre, dans le fond. OK. Au total, ça fait à peu près, vous pensez être capable d'en livrer combien de cartes ou de... ça peut ressembler à combien en nombre? 100, ben, mettons une centaine de cartes, oui. OK. Puis là, dans le fond, c'est les 15 élèves comme Johan, comme Marianne qui font ça. Donc, est-ce que toi tu as déjà commencé, Marianne? À quoi? À livrer des cartes? Oui, on a livré des cartes dans le vieux Saint-Jean, puis c'était le fun. C'était le fun de voir les personnes quand même heureux de recevoir les cartes. Bon, explique-nous un peu comment ça s'est passé. Là, c'est-à-dire que vous arrivez chez les gens, là, quoi, vous mettez le sac en avant de la porte, vous sonnez, puis vous vous en allez, quoi? Ou... mais là, à ce moment-là, à cause du corona et tout, on mettait les cartes, on cognait, puis on s'en allait un peu, mais il fallait quand même revenir pour expliquer le projet quand même et tout, mais c'est comme ça qu'on a fonctionné. Donc, c'était quoi la réaction des gens? Il y en a qui étaient surpris, il y en a d'autres qui étaient très contents, d'autres confus. Ils comprenaient pas vraiment le principe, mais ils étaient tous vraiment gentils et réceptifs. Bon, toi, Johan, ton expérience, ça ressemblait à quoi, là, les quelques-uns que vous avez déjà livrés? Oui, mais dans le fond, ça ressemblait... J'ai été porter la première carte, puis le monsieur, il était super content, ça se voyait, il était aussi surpris, puis ça s'est très bien passé. Fait que là, on va continuer ça jusqu'à temps qu'on en ait plus pour rendre les gens heureux, justement. Puis là, vous leur expliquez quoi, à Marianne, quand tu dis, OK, on sonne, on s'en va, puis après ça, on revient pour expliquer un peu c'est quoi le but. Vous leur expliquez ça comment? Qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils comprennent le but du projet? Bien, premièrement, on rouvre... il répond à la porte. Puis là, on leur explique que c'est dans un cadre d'école, puis qu'on donne aux personnes un peu plus démunies. Et après, souvent, ils ont compris, juste en disant ça, mais on a quand même expliqué plus en profondeur du pourquoi, du comment qu'on faisait ça. C'est ça. Okay. Puis comment vous vous sentez là-dedans? C'est quoi le feeling que vous avez là, quand vous sonnez? Puis là, c'est comme un jeu. Puis là, après ça, évidemment, c'est toujours... Quand on fait plaisir au monde, ça fait du bien au monde, mais vous-même, comment vous vous ressentez là-dedans? Moi, je suis très heureuse quand je vois les personnes heureuses autour de moi. Puis juste de donner des cartes sans demander en retour, parce qu'on va s'entendre, c'est plutôt rare quelqu'un qui donne puis qui ne demande pas en retour. Moi, j'ai trouvé ça vraiment apprécié de faire ça. Fait que j'étais très heureuse. Toi, Johan, comment tu t'es sentie personnellement quand tu as participé là, au premier que vous avez livré? C'est environ la même affaire. Je me suis senti heureux d'aider les gens, justement. C'était quelque chose qui est... Parce qu'on fait pas ça tout le temps. C'est vrai, on fait pas ça tout le temps. Puis là, on aide vraiment les gens, ça leur fait plaisir. Fait que ça nous fait plaisir aussi à nous. Fait que c'est ça, dans le fond, notre bonheur à nous. Puis eux aussi, en même temps, ça leur apporte du bonheur. Fait que c'est ça qui est le fun là-dedans. Bon, évidemment, c'est un projet éducatif. Donc, en quelque part, il faut apprendre quelque chose de cette expérience-là. Ouais. Là, évidemment, c'est plaisant, vous faites ça. Puis là, bien, ultimement, dans le fond, qu'est-ce que vous allez retenir de ce projet-là? Qu'est-ce que vous allez apprendre de ce projet-là, Marianne? Personnellement, ce que j'en ai retenu, c'est, comme je disais, de pouvoir donner sans demander en retour aux personnes qui ont peut-être plus de la misère. Mettons, croiser quelqu'un qui est plus dans le besoin, donner un peu d'argent s'il en demande. Fait que j'ai retenu ça. J'ai trouvé ça très enrichissant. Donc, on apprend que dans la vie, on peut donner sans nécessairement attendre quelque chose en retour. Exact. Ouais. Toi, Johan, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience-là? J'ai appris... en fait, j'ai appris mentalement qu'est-ce que tu es appelé... On appelait quand même des entreprises quand même assez grandes. Ça me donnait vraiment... Il fallait vraiment être au sérieux, puis c'est ça, dans le fond, un des moments forts. Parce qu'avant, j'avais pas le courage de faire ça. Fait que c'est vraiment grâce
dans ça que je suis capable maintenant de parler Ouais, devant... au-delà de donner, de ce que je comprends, évidemment, vous devez solliciter, donc aller chercher des commanditaires. Donc ça aussi, quand on appelle quelqu'un pour dire « Ouais, tu voudrais-tu me donner des cartes cadeaux qu'on va redonner au monde? » Il faut, comme tu dis, prendre le courage de prendre le téléphone puis d'appeler quelqu'un pour demander quelque chose. Puis ça aussi, dans la vie, ben, il faut demander parfois. Il faut prendre le téléphone puis appeler, même si ça nous tente un peu moins. Oui, c'est ça. Des fois, il y en a qui refusent. C'est compréhensible. Ça arrive. Mais... C'est la loi de la moyenne. Oui, Ils ne peuvent pas tous dire non. Fait que là, dans le fond, il vous reste... vous en avez encore pour quoi? Une semaine ou deux, à peu près? Oui, on vient juste d'avoir un nouveau donateur aussi. Alors, on n'a pas vraiment fini encore. 3 semaines, comme vous dites, ça doit nous prendre ça environ, puis ça va se terminer. Bon, donc ce que ça veut dire, c'est que si dans les prochains jours, ça sonne à votre porte, il n'y a personne, vous ne comprenez pas trop, puis là, finalement, il y a quelqu'un qui vous explique. Bien, sachez donc que c'est le projet éducatif Sonner et donner, initié par les élèves de la Relance à Saint-Jean. Bien, à vous deux, merci beaucoup, bravo, puis bonne chance pour la suite. Merci. Merci beaucoup, merci à vous. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Avec la petite bordée de neige qu'on a eue cette semaine, c'est un peu un rappel pour vous dire que le stationnement de nuit est interdit à Saint-Jean-sur-Richelieu uniquement lorsqu'il y a des opérations de déneigement. Ça veut dire à peu près 20 à 25 nuits par année. Mais je vous rappelle, il est de votre responsabilité de vous renseigner avant de laisser l'auto dans la rue. Il y a mille et une façons de recevoir l'information. Allez sur sjrcr.ca/déneigement. À demain.